Je suis architecte. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été attirée par ce monde de la construction. Enfant, j'ai passé des heures à regarder les maçons sur des chantiers, inlassablement monter des murs, brique après brique. Mais à ce moment précis, je ne savais pas à quoi cela me prédestinait. C'était l'époque avant Internet et mes connaissances des différents métiers qui s'offraient à moi étaient très limitées. Il aura fallu finalement attendre l'année de mon baccalauréat pour que j'entreprenne quelques recherches qui me mèneront vers le métier d'architecte. L'opportunité a voulu que j'aille finalement entamer ce cursus en architecture, conception et réalisation de bâtiments à Bruxelles. Bruxelles, une métropole, un cadre différent, nouveau, impressionnant, où tout semblait démesuré pour la jeune sahélienne que j'étais à l'époque. C'était une période d'intense apprentissage où mes certitudes et surtout mes références étaient très, très troublées. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. J'ai d'ailleurs une petite anecdote à ce propos. J'hésite toujours avec le temps qui nous est imparti, mais je vais quand même oser. En classe de projet d'architecture, en première année d'université, il nous a été demandé de proposer un projet sur base duquel on devait imaginer un bâtiment. Le premier projet d'architecture que j'ai rendu a été longuement discuté par les professeurs. Ils m'ont dit après, « Madame, vous vous êtes trompée d'échelle ». Cette anecdote n'est pas anodine parce qu'en réalité, c'était l'époque, c'était les années 2000, je quittais le Tchad, où les bâtiments à plusieurs niveaux se comptaient encore sur les bouts des doigts. Mes références architecturales, urbanistiques à l'époque, c'était ça. C'était des petits bâtiments de plein pied. Voilà. Donc j'arrivais dans un contexte où la plupart des étudiants venaient des beaux-arts ou alors avaient quand même quelques préparations artistiques. Mais moi, je venais directement du Tchad. C'était exactement l'année 2000. Et j'étais prête à apprendre. C'était ça le gros avantage. Je n'avais pas peur. Il paraît que l'architecture était un métier dur, considéré comme un métier d'homme. Ma chance a été qu'à ce moment précis, je ne le savais pas. Sinon, ça m'aurait conditionné et ça m'aurait peut-être un peu fait peur. Je n'avais pas peur, j'étais partie en aventure et je voulais, comme disait un des interlocuteurs, atteindre mon objectif qui était un rêve, celui de devenir architecte au Tchad. Donc, quelques années plus tard, diplômée, fraîchement diplômée et prête donc à exercer cette fois-ci mon métier, je décide de revenir au Tchad. En rentrant au pays, ça tombait bien parce que c'était l'époque des grands projets d'infrastructures et de bâtiments publics. Les bâtiments qui étaient construits à l'époque, c'était un peu ce genre de bâtiments. On était dans des villes nouvelles, des projets de villes nouvelles, des projets de cités internationales des affaires. C'était ce genre de projet. Donc des projets d'envergure, des projets gigantesques, des standards internationaux. Dans le même temps, la jeune architecte qui venait pratiquer était perdue et elle expérimentait sur le terrain des problèmes d'ordre basique. C'est-à-dire que mon premier problème a été un problème organisationnel. Je me rends compte que le métier d'architecte est encore très jeune au Tchad. Il y avait à l'époque que 5 cabinets installés régulièrement. Et dans ma marche pour trouver un premier emploi en tant qu'architecte, je ne m'en sortais pas. Aucun des 5 cabinets n'était en mesure de m'engager comme architecte. L'Ordre national des architectes n'existait pas, mais nous étions déjà en train de programmer le projet de cette envergure-là. Donc c'est là, à partir de cette problématique, je faisais face en plus à des problématiques d'ordre pratique, de l'ordre de la pratique professionnelle plus précisément.
C'est-à-dire que ma formation, comme je le disais, en Belgique, c'était un cadre particulier, un contexte particulier. C'est un pays tempéré. Donc, toute formation, en réalité, se fait à travers un point de vue particulier. C'est un regard, voilà. C'est pas une formation, dans certains de ces aspects, c'est quand même typique des pays froids. Donc, je reviens au Tchad et je me rends compte que ici, par exemple, le soleil, on cherche à s'en protéger, alors que là-bas, en Belgique, pendant 5 ans, on nous a enseigné comment orienter le bâtiment sud pour accueillir le maximum d'ensoleillement. Ça, c'est le genre de projet, de problème pratique, de base que j'ai rencontré. Il a fallu se réajuster immédiatement, il a fallu s'adapter à un contexte particulier, il a fallu s'armer de patience, et je me rends compte que le chemin risque d'être long. Il fallait se battre sur différents plans, mettre en place l'Ordre national des architectes et continuer la marche de l'organisation, la régularisation de tout ce métier. Ça, c'est concernant. Mais c'est une période difficile, pénible, mais de laquelle j'ai tiré quand même 2 enseignements fondamentaux. En réalité, une architecture, pour qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle soit adaptée à un contexte particulier. Une architecture doit être contextualisée pour qu'elle ait du sens, et elle doit surtout répondre à des problèmes locaux. La deuxième chose, le deuxième enseignement, la deuxième leçon que j'ai apprise de cette première étape de mon parcours, c'est aussi qu'une ville n'est pas une succession d'infrastructures. Mettre des infrastructures côte à côte ne font pas une ville. La ville doit être appréhendée plutôt comme un établissement humain avec des besoins à satisfaire. Sur ce point, quelques années plus tard, j'expérimente, comme tout le monde, les problématiques très, très ancrées dans la ville de N'Djamena. Je parle des inondations. Je parle notamment des espaces verts qui manquent. Je parle de l'accès à un logement décent et abordable. Sur ce, au mois de juin 2019, Mathias, un jeune ouvrier de 19 ans, habitant la localité de Koulouti, donc la périphérie urbaine de N'Djamena, ne se présente pas au travail. Mathias appelle pour dire que sa maison s'est écroulée dans la nuit et donc il ne pourra pas remplir son engagement. Moi, j'entends un maçon qui appelle, qui dit que sa maison s'est écroulée, et je me rends compte que c'est une grosse opportunité. Il faut aller prendre son témoignage. Et ça m'a permis également de confronter les projets sur lesquels je travaillais à l'époque, c'est-à-dire des logements sociaux, les espaces verts. Donc, je prends une caméra et je vais voir Mathias. Je vous invite donc à suivre un peu cette petite séquence qui illustre plutôt bien la crise du logement au Tchad. C'est à peu près combien de maisons sont tombées cette nuit? 7 000. 7 000, je vois. C'est beaucoup. Dans la même nuit? Oui. Moi, je vis le voilà, je suis sorti en ville un peu, et j'ai vu le point en formation à l'extérieur, je suis venu vite à la maison. Dès que je me suis revenu là, la pluie commence à faire en route. Vous l'avez bien échappé, vous avez pu faire le pas de vie. C'est ça. Il y a des blessés. Oui, il y a les blessés. Quel est le bilan? Il y a des blessés, il y a des enfants qui sont blessés. Un là, son pied ici, là, qui est enlevé.
C'est ce qui est dit quand même ici, même Charlie. Et après, avant de développer la dans ce contexte, de changement climatique, de raréfaction des ressources naturelles, la question qui se pose aujourd'hui avec acuité, c'est quel modèle d'urbanisation pour les villes africaines de demain? En ce qui me concerne, il n'y a pas d'équivoque. Pour moi, une croissance dont on maîtrise les contours, c'est-à-dire les choses que nous produisons localement, c'est toujours une croissance plus pérenne. Dans tous les pays du monde, l'industrialisation a précédé la construction de masse. Mais ce n'est pas le cas dans beaucoup de nos villes africaines, malheureusement. Donc aujourd'hui, il faut mettre le doigt sur ces problématiques liées à l'économie même de la construction et pas seulement à la conception ou à la planification de la ville. On en a planifié des villes durant ces dernières années. Et d'ailleurs, sur le même thème que je présente aujourd'hui, en 2019, on a convoqué un colloque ici même au Radisson. Nous avons invité beaucoup de pays africains et nous avons discuté pendant 3 jours sur l'avenir des villes africaines. Les conclusions sont toujours là. Les choses ne bougent pas, malheureusement. Donc, je voulais très rapidement vous présenter, sur cette même lancée, quelques architectes qui ont déjà ouvert la voie. Ce quartier s'appelle Makoko, à Lagos. C'est un quartier informel construit sur l'eau. Ça, c'est une école. C'est un prototype qu'il a conçu. Après l'école, il en a construit beaucoup d'autres, des marchés, des boutiques, enfin plein de bureaux, plein de choses qui sont également flottants. Quand la réponse est contextuelle et que la réponse répond à des besoins, alors la réponse, elle est forcément pertinente. Il y a ce cabinet sénégalais, Worofila. C'est un cabinet spécialisé aussi dans l'architecture bioclimatique qui fait également un travail remarquable dans lequel je ne pourrais peut-être pas rentrer. Pour vous dire que tous ces projets-là s'inspirent en réalité de l'architecture traditionnelle africaine, par leur réappropriation culturelle, par la contextualisation de leurs solutions. Ces projets se sont inspirés de la diversité de l'architecture traditionnelle. Comme vous pouvez le voir, l'architecture a été toujours en accord avec un contexte géographique et avec un climat particulier.